Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour rappel, le 19 mars 2024, on se souvient tous et toutes de cette histoire qui s'est déroulée au lycée moderne de Cocody, où un élève de terminale A, précisément, gifle, donc donne un coup de poing à une professeure d'EPS. Alors, la sanction est tombée, les sanctions sont tombées, madame, monsieur. Des sanctions donc à la hauteur de l'acte ont été donc données et infligées à l'élève, radié purement et simplement de l'effectif du lycée moderne de Cocody, avec 5 de moyenne en conduite et 4 autres élèves identifiés comme ses complices ont eu donc 3 jours d'exclusion, 7 de moyenne en conduite. Pour le meneur du groupe également, 3 jours d'exclusion et 5 de moyenne en conduite. Voilà les sanctions qu'ont encouru donc ces élèves-là qui ont osé porter la main et crier même sur un professeur d'EPS. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. Très heureuse encore une fois d'être avec vous, chers amis. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Sarah, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Marius, bienvenue. Merci. Ça va mieux? Oui, Très bien. Je tiens sur mes 2 jambes. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Alors, vous avez entendu ce que je disais donc à l'entame de ce programme, les sanctions tombées pour cet élève et ses amis qui ont osé donc porter un coup, surtout celui qui a porté le coup fatidique au professeur d'EPS. Il a été exclu, radié de l'école avec 5 de moyenne en conduite. Alors, sans épiloguer sur la sanction, parce que ce sont des sanctions disciplinaires, comment est-ce que vous pensez qu'on peut rattraper cet élève? Il a été radié de l'école, pas de la vie, pas de la connaissance. Comment est-ce qu'on sauve un tel élève? Marius Komoé. Alors, dans les règles du fonctionnement de nos établissements publics, tels que édictés par le ministère de tutelle, un élève radié d'un établissement n'a plus de possibilité de s'inscrire dans un établissement en Côte d'Ivoire. C'est ça la règle. Au privé comme au public. Et même dans le secteur privé, parce que quand il va au privé, eh bien, il donnera ses dossiers. Tout à fait. Et le privé reviendra à la tutelle, au ministère de l'Éducation, avec les mêmes dossiers. Et donc, l'ordinateur ressortira le nom de l'élève exclu. Et pour les raisons pour lesquelles, justement, l'élève a été exclu, ce qui complexifie sa capacité ou sa possibilité de s'inscrire dans une école en Côte d'Ivoire. Que faut-il faire donc pour lui, Barry, selon vous? Bon, il peut peut-être passer par le service civique pour essayer de sauver le profil de carrière de l'enfant pour ne pas le laisser à l'abandon. Je pense que la solution la plus idoine, c'est le service civique pour moi. Très bien. Alors, je suis entièrement d'accord, je me permets de donner mon avis. Je pense que cet élève-là ne peut pas être laissé pour compte. Exactement. Il y a quelque chose à reformater. Donc, le service civique qui fait très, très bien, pourrait le récupérer à l'effet de pouvoir changer son caractère et puis lui donner les valeurs de la vie. Absolument. Très bien. Ceci étant dit, messieurs, vous savez l'affaire qui se passe un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, cette affaire de l'Africa Sport, n'est-ce pas? Avec avec l'arbitre Natacha Akissi-Konon. Que s'est-il véritablement passé? Alors, on va essayer de rappeler quelques points. 16e de finale de la Coupe nationale. L'Africa et le Stade sont à 1-1 parce qu'à la 56e minute, donc, on a Abdul Razak qui prend un carton rouge du côté de l'Africa. À la 67e, le Stade ouvre le score et à la 70e, l'Africa Sport égalise. Alors, l'affaire se déroule à partir de la 71e minute. L'arbitre Natacha Konan, donc, siffle pour une faute. Siffle une faute au compte du Stade d'Abidjan et le joueur de l'Africa Kanouté, donc, qui n'est pas d'accord, qui se retourne vers l'arbitre. Que s'est-il passé? Certains estiment que c'est un bisou. D'autres disent non, ça ressemble à un coup de tête. En tout cas, l'arbitre nous dit, il m'a donné un coup de tête. Le joueur dit, elle me parlait, pour mieux entendre ce qu'elle me disait, je me suis penché vers elle. Messieurs, comment est-ce que vous appréciez cette histoire-là, Daouda? Déjà, je pense que dans un premier temps, que ce soit un bisou, un coup de tête, dans tous les cas, pour la vidéo que j'ai pu voir, je pense que les deux protagonistes ont tort dans l'histoire. Les deux ont tort. Les deux ont tort. Parce que pour ce que j'ai vu, c'est un coup de tête.
Et je pense que l'arbitre... Vous avez vu un coup de tête, hein? J'ai vu un coup de tête. C'est ce que moi j'ai vu. Peut-être que quelqu'un d'autre a vu autre chose, mais moi j'ai vu un coup de tête. Et pour ma part, j'ai vu que dans la presse et pour certains observateurs, ils estiment que le joueur, quel que soit ce qui arrive, en fait, la femme ne devait pas se défendre, elle ne devait pas agir ainsi. Non, l'arbitre, hein, parce que quand on dit la femme, ça prend Oui, une je autre parle connotation. je parle de l'arbitre, évidemment. Mais pour moi, je veux que ceux qui aujourd'hui sont en train de fustiger cette dame-là, où est-ce qu'ils mettent en fait ce qu'on appelle l'instinct de conservation C'est-à-dire d'un Daouda. être humain ou d'un être vivant? Il y a un homme avec un certain gabarit, on est sur un stade où comment on appelle ça, le sang coule à flot dans tout le corps, la nervosité est à son La comble. testostérone. Voilà. Et du coup, cet homme, il court, vous venez vers vous, la tête penchée vers vous. Vous savez, dans le football, c'est la tête que les joueurs utilisent pour s'intimider généralement quand ils veulent intimider leurs camarades en face. Et quand tu fais ça à une dame et qu'elle est touchée, mais son instinct de survie et son instinct de conservation vont la pousser à réagir. Et je pense que c'est cet instinct-là qui a parlé en ce moment-là. Donc pour moi, la dame peut avoir... Au-delà des règles. Hein, au-delà des du règles, football. il peut y avoir des circonstances atténuantes. Parce que dans le cas présent, si tel est le cas, je pense que la commission des arbitres doit juger l'affaire, mais en même temps, la Fédération ivoirienne de football doit aussi sanctionner Clément Kanouté, joueur de l'Africa. Pas parce que je ne suis pas supporter de l'Africa, mais pour rappel, pendant la CAN, la CAN la plus belle jamais organisée à Bouaké, vous vous rappelez, Amari a eu une altercation avec l'arbitre. Il a été sanctionné par, comment on appelle ça, par la CAF pour ce même geste. Donc, vous voyez la vidéo, c'est la vidéo qui Essayons de revenir un peu sur Voilà. cette vidéo qui est diversement interprétée. Alors, on a l'impression qu'il y a un rapprochement de la tête du joueur vers l'arbitre Natacha Daouda. Oui, C'est mais un justement, coup de boule. C'est un c'est un coup de boule parce qu'en réalité, tous les joueurs, pour ceux qui sont amateurs de sport, tout le monde sait que la tête contre tête, c'est le geste d'intimidation de tous les joueurs. Et c'est ce qu'il a fait à l'arbitre. Et comme je le dis, là, l'arbitre agit par instinct de conservation. Elle reçoit un coup de boule, automatiquement, elle lui assène une gauche. Très Bon, bien. en même temps, là, il est dans la simulation totale. Il fait comme si c'est une pierre ou bien un gourdin qui lui est tombé sur la tête. Il se couche automatiquement. Très bien, Mais Daouda. là, On va Clément finir. Kanouté a carrément tort. Très L'arbitre bien. aussi a déjà tort. Alors, Voilà. Daouda nous dit que les deux ont tort, mais que disent les textes du football? Et puis, est-ce que ce cas Barry qui est arrivé est nouveau en foot? Le cas n'est pas nouveau, il y a des cas, mais ce pas des cas aussi qu'on voit régulièrement. Là, quand vous voyez la vidéo, vous voyez clairement que cette histoire de « je voulais lui parler », ça ne tient pas la route. Parce que la dame vient vers lui, l'arbitre, du moins, Ils vient sont tête vers à tête lui. pratiquement. Oui, mais on voit le coup de boule. Moi, je vois carrément un coup de boule. L'arbitre ne lui parlait pas. Si ce n'était pas un coup de boule, elle n'allait pas réagir. Mais l'arbitre aussi, elle aurait dû garder son self-control parce que justement, pour les matchs de foot, il y a ce qu'on appelle le commissaire au match. Elle aurait pu rapporter ce qui s'est passé, le Au geste commissaire au match, du joueur oui. sur la même action. Il fallait juste qu'elle lui sorte un rouge, vu qu'il lui a asséné un coup de boule, et aller voir le commissaire au match pour signaler ça. Et le rapport de l'arbitrage allait signaler à la commission des arbitres le geste de M. Kanouté et il aurait été naturellement sanctionné. Donc là, à partir du moment où elle a réagi elle-même, elle s'est rendue justice, c'est à partir de ce moment-là, elle aussi elle risque une sanction. Mais pour moi, le joueur, clairement sur l'image, à aucun moment, parce qu'on regarde tous les matchs de foot, généralement quand les joueurs, quand l'arbitre parle, qui n'ont pas d'intention de violence, ils mettent leurs mains dans le dos et ils apportent l'oreille. Et il a un capitaine, lui. Je ne pense pas que ce soit le capitaine Donc de c'était son au équipe. capitaine d'aller vers l'arbitre. Voilà, c'était au Très bien. capitaine de discuter avec Très bien. l'arbitre pour trouver une Et solution. on va écouter Magloire Diop, journaliste sportif, sur la question. Magloire, bonsoir. Bonsoir à toute la team du Grand Talk. Bonsoir Magloire. Alors Magloire, on aimerait avoir votre point de vue, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé lors de ce match des 16e de finale de la Coupe nationale entre l'Africa Sport et le Stade d'Abidjan. À la 71e minute, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé justement à cette affaire, à cette minute-là, Magloire? Comment est-ce que vous interprétez ça? Ben, écoutez, Christelle, ce que nous avons vu samedi dernier au stade au stade Roubaix-Champoux, ben, on ne doit pas voir cela si un stade de football. Ce qui s'est passé est très simple.
La première mi-temps s'était déroulée tranquillement, il n'y a pas eu de problème, tout le monde était satisfait, il y avait 0-0. Et en seconde période, il y a eu beaucoup plus d'intensité dans le jeu. Et le stade d'Abidjan a ouvert la marque. D'abord, avant que le stade ouvre la marque, il y a un joueur de l'Africa Sport qui a été expulsé. Oui, Donc carton rouge. l'Africa s'est retrouvé à 10 contre 11. Et le stade a ouvert le score, le stade menait 1-0. Et aussitôt, ça n'a pas mis du temps et l'Africa a égalisé. Donc il y avait un but partout. C'est ça. Donc imaginez un peu la tension, l'Africa qui a le plus de supporters dans les tribunes et qui joue à 10 contre 11 et qui a plus une obligation de résultat compte tenu de sa popularité. Et c'est dans cette atmosphère-là que s'est produite cette action. Il y a eu une faute qui a été sifflée par l'arbitre central, Mme Kona Akisi Natacha. Et elle a sifflé la faute qui s'est déroulée dans l'entrejeu. Et le joueur, le défenseur central de l'Africa Sport, Kanité Clément, qui n'était même pas impliqué dans l'action, il a protesté vigoureusement contre ce coup de sifflet de l'arbitre. C'est ça. Bon, on n'était pas sur la pelouse, mais certainement que c'était accompagné quand même de mots. Puisqu'après, dans les témoignages, il est ressorti que le joueur a dit des paroles à l'arbitre. Et l'arbitre n'a pas apprécié. L'arbitre a sorti un carton jaune et l'a interpellé pour lui donner ce carton jaune. Et le joueur, en revenant de l'arbitre, est venu vraiment comme s'il voulait en découdre. Et les deux personnes se sont retrouvées tête contre tête. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu le coup de l'arbitre parti sur le joueur de l'Africa Sport, qui est aussitôt tombé. Et l'arbitre ne s'est pas arrêté là, l'arbitre a donné un carton rouge. Et le joueur, il n'a plus fait de... il n'a plus posé d'acte et il est sorti tranquillement. Et l'Africa s'est retrouvé à 9 contre 11. Voici les faits, Christelle. Alors, Magloire, dans les faits, vous avez peut-être omis de mentionner que le joueur aurait, selon ce qu'on raconte et qu'on voit, aurait donné un coup de boule à l'arbitre. Est-ce que, selon vous, cette version est plausible? Le joueur nie. L'arbitre estime que le joueur lui a donné un coup de tête, c'est que le joueur nie. Donc, vous voyez que quand on prend les deux versions ne disent pas la même chose. Exactement. Concernant le coup de tête. Ni sur le coup de tête, ni sur le présumé bisou qui aurait été donné par le joueur. Et donc, je ne saurais attribuer, comment on appelle, corroborer cette thèse du coup de tête. Alors, mais une chose est sûre, et Magloire. on peut le voir sur les images, les deux se sont retrouvés tête contre tête, comme on a l'habitude de voir sur les stades de football. Alors, Magloire, que disent les textes dans ce genre de cas? Comment l'arbitre aurait dû réagir et qu'est-ce que le joueur aurait dû faire dans ce genre de situation? Ben, je pense que le joueur a eu une mauvaise conduite. Il y a ce qu'on appelle... vous savez, au football, c'est comme la loi, hein, l'intention vaut l'action. Donc, même quand vous ne commettez pas l'action, quand on sent qu'il y a l'intention vaut l'action. Et même si le joueur n'avait pas donné ce coup de tête, la façon dont il est venu vers l'arbitre, il y a eu cette intention de violence-là, pour ma part, hein, il y a eu cette intention de violence, et donc j'estime que l'arbitre était tout à fait en droit d'estimer que le joueur a fait acte de violence, et donc l'arbitre pouvait l'expulser. Pour cela, l'arbitre dispose de ce qu'on appelle le carton rouge. Et non seulement l'arbitre dispose du carton rouge pour expulser le joueur, mais l'arbitre a la possibilité de dresser un rapport qui peut être après utilisé par les différentes commissions de discipline qui sont à la fédération. Mais là, l'arbitre fait usage de sa main. L'arbitre fait usage de la violence. Ben, l'arbitre, ayant tout cet arsenal de répression, il est tout à fait incompréhensible que l'arbitre fasse fi de cet arsenal-là et décide de se faire justice. Et vous-même, vous le savez, Christelle, nul n'a le droit de se faire justice. C'est valable aussi au football. C'est valable aussi au football. Donc, par rapport à l'action, en tout cas, de mon point de vue, ça c'est un commentaire que je fais, aussi bien le joueur que l'arbitre sont fautifs. Très bien. Voilà, ils ont commis des actes de part et d'autre, des actes de violence qu'on ne doit pas voir sur un stade de football. Et de mon point de vue, les actes des deux
acteurs-là sont répréhensibles. Très bien. Donc, seront sanctionnés forcément en fonction de ce que vous dites. Hein. Si la commission des arbitres estime qu'il y a donc faute en fonction des textes et de la vision qu'ils ont, les deux protagonistes devraient être sanctionnés. À quelles sanctions Kanouté s'expose, Magloire, et l'arbitre également? Bon, pour sûr Kanouté, le carton rouge direct qu'il a reçu, c'est 2 matchs de suspension immédiate. Oui. Maintenant, nous avons pu échanger avec le président de la commission centrale des arbitres, M. Kalou Bonaventure, Tout à fait. qui a dit que sa commission ne pouvait pas réagir parce que l'affaire était en instruction au niveau de la commission de discipline. Très bien. Donc, la commission de discipline va d'abord statuer et c'est à la suite de cela que la commission centrale des arbitres va également prendre une décision. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce que les deux en cours. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que disent les tests pour le moment, le carton rouge écopé par le joueur lui vaut une suspension automatique de 2 matchs. Maintenant, la sanction peut être alourdie par la commission de discipline. Très bien. Voilà, et pour ce qui concerne l'arbitre, nous avons déjà eu un cas comme ça en France, où un ancien arbitre français, M. Tony Chaperon, s'est fait justice sur un stade de football, et bon, il a été sanctionné, et ça a carrément mis fin à sa carrière, parce que la sanction qui a été donnée était très lourde. Il était en âge avancé aussi. Il y a une jurisprudence à la matière. Très bien. Très bien. Merci. Merci infiniment, Magloire, de nous avoir éclairé et donné votre avis sur ce qui s'est passé donc ce jour-là. Merci infiniment. Et excellente soirée à vous. Continuez de nous suivre, je vous prie. Alors, messieurs, réaction. J'aimerais entendre Sarah. Oui. Bon, comment est-ce que vous réagissez à tout ceci? Je pense que tout a été dit, assez bien résumé. Je rajouterais juste que, évidemment, je pense qu'il y aura des sanctions dans les deux cas. Dans les deux camps, des sanctions évidemment au niveau du joueur qui a eu un comportement visiblement inapproprié. Hein. Il était, que ce soit, qu'on puisse définir ça comme un coup de tête, coup de boule, ou il était vraiment trop proche de l'arbitre. C'est trop rapproché aussi. C'était un peu trop rapproché, et vu la réaction assez violente de l'arbitre, on imagine peut-être également que des choses ont été dites. Il y aura des sanctions, c'est assez certain, au niveau des joueurs, au niveau du joueur en plus du carton rouge, mais également au niveau de l'arbitre, car comme on le répète depuis tout à l'heure, elle s'est fait justice elle-même. Il y a eu un acte de violence, il y a eu un acte inapproprié auquel on a répondu par un acte assez violent quand même. Ce qui est dommage parce que, vous voyez, comme le disait tout à l'heure un de nos invités, quand on est dans, même Daouda, quand on est dans le feu de l'action, on est dans un contexte où voilà, il y a un joueur, on jouait avec un joueur en moins dans une des deux parties, etc. C'était un match très important pour une des deux équipes. Les tensions étaient extrêmes. À ce moment-là, c'est assez difficile de se contenir, effectivement. Mais je veux dire, c'est des professionnels, ils sont formés pour, c'est leur métier, et encore plus quand on est arbitre. Maintenant, quand on est une arbitre femme, qu'on a des preuves à faire, etc., la tension est d'un cran plus élevé, très certainement. Donc, j'ai envie de dire, c'est dommage pour l'image du foot de manière générale. Et en tout cas, je ne serais pas surprise qu'il y ait des sanctions assez importantes et lourdes, mais espérons qu'elles ne sanctionnent pas à vie. Espérons qu'elle ne soit pas sanctionnée à vie. Très bien, Sarah. Merci pour votre point. Je rappelle que le téléphone est ouvert. Si vous avez un mot à dire sur cette affaire et comment est-ce que vous voyez ça, écoutez, appelez-nous et on sera très, très, très heureux sur le plateau de recevoir votre point de vue. Barry, si nous devons sanctionner, par exemple, l'arbitre et le joueur, on me dit, enfin, selon ce que Magloire a dit, 2 matchs de suspension et puis l'arbitre pourrait peut-être, en fonction de la jurisprudence en présence, être sanctionné à vie. C'est pas trop fort, ça. Non, le geste qu'elle a fait, je ne pense pas que ça peut lui valoir une sanction à vie. À vie, très bien. Ça va lui valoir peut-être quelques matchs et puis peut-être qu'ils vont, par exemple, en première ligue régulièrement, quand il y a ce genre de suspension concernant les arbitres, au retour de suspension, on les rétrograde. On les rétrograde dans le championship. Ils vont arbitrer que les matchs des 2-2. Donc, probablement, elle aura quelques matchs de suspension parce qu'elle n'aurait pas dû gifler le joueur parce qu'elle a le rôle de pédagogue. Un arbitre, c'est vrai que c'est le maître du jeu, mais il doit avoir un self-control. Il doit discuter avec les joueurs et ne pas réagir à chaud.
mais on est tous humains. Ça peut arriver qu'on pète un câble. Marius, comment votre club, cher à votre cœur, donc, est dans la tourmente. Oui, l'Africa Sport, Exactement. si cher à notre cœur. Et dans la tourmente, comment est-ce que vous appréciez déjà les faits qui sont déroulés? Bon, alors, à la matière, ce que nous avons l'habitude de constater sur les aires de jeu, et surtout en matière de football, c'est plutôt les spectateurs qui poursuivent des arbitres, ou même des joueurs. Mais lorsque on voit, lorsque un arbitre, ou j'allais dire une arbitre qui est censée naturellement réguler le jeu des athlètes et leur donner donc les règles de pratique du football, de sorte à ce que le football soit, j'allais dire, chatoyant, beau aux yeux donc, des spectateurs qui se sont déplacés en payant des tickets pour assister à une telle rencontre, j'ai dit qu'il y a problème. Et à la matière, la Le joueur n'est pas innocent aussi. Non, mais bien sûr, parce que moi, sur la scène, sur la vidéo, je vois bien le joueur lui asséner un petit coup de tête. C'est bien visible sur la vidéo. Et je pense que il voulait l'influencer peut-être. La commission doit en tenir compte. Mais ce n'est pas parce que justement elle est une dame qu'il faut avoir. Ah tiens, selon vous, c'est parce que c'est une dame. Mais bien évidemment, ça aurait été un homme, il n'aurait pas osé. Il se serait limité juste à venir devant l'individu, parler avec lui, mais il n'aurait jamais osé lui donner ce petit coup de tête que nous avons suivi. C'est ce petit coup de tête qui a engendré justement la gifle. Et parce que la dame, bien évidemment, Sarah l'a dit, c'est une femme après tout. Très bien. Là encore, il faut que l'AMAFSI, qui est l'association, donc, je veux dire l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire, de football de Côte d'Ivoire, puisse jouer un rôle en attendant que la commission centrale puisse prendre une décision. Daouda, pour la fin de ce sujet-là, et puis on va passer à une autre chose. Daouda, pour terminer. J'ai rapidement 2 points sur la question. Dans un premier temps, comme je le disais tantôt, il faut qu'il y ait sanction des 2 côtés. Ça, c'est mon premier point. Mais c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention du président de la commission des arbitres, M. Kalou Bonaventure, pour qu'on ait une formation rigoureuse. Mais ils ont une formation déjà. Non, s'ils avaient une formation aussi rigoureuse, à la CAN, la plus belle jamais organisée, on allait avoir des arbitres ivoiriens qui allaient officier. On a organisé une CAN en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a eu aucun arbitre ivoirien qui a été coopté par la CAF pour officier des matchs officiels. C'est un fait. Ça, il faut que je me rappelle. Bon, voilà. Allons-y. Non, c'est un fait. Oui, c'est un fait. C'est même pas à discuter. Donc, selon vous, c'est parce qu'on est mal formé. Mais c'est parce qu'on est mal formé. À cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de comportement. C'est la première fois, Daouda. Enfin, même si c'est la première fois, justement, si la Confédération africaine de football, qui chapeaute notre football, estime qu'on ne prend pas d'arbitre ivoirien, c'est qu'on n'a pas le niveau. Très bien. C'est aussi clair que bonjour. Le deuxième point, c'est que qu'il faut qu'il y ait un peu de clémence, de miséricorde à l'endroit de Mme Akissi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, on encourage les dames à aller vers la pratique du sport. On encourage les femmes à s'investir dans certaines pratiques. Donc, si on doit vouer aux gémonies cette dame-là aujourd'hui, parce qu'elle a eu un geste malencontreux, parce qu'elle n'a pas pu se contrôler pour une fois, je veux dire, ça va décourager d'autres jeunes filles à aller vers l'arbitrage. Or, on a besoin de tout le monde pour que ce beau sport-là, on puisse le vivre, on puisse l'apprécier comme on le souhaite. Je ne veux pas faire de commentaires. Oui. J'éviterai de donner mon point de vue là-dessus. C'est ce que Daouda a dit. Sarah, on a terminé sur le sujet. Oui. Allons sur un autre point. Alors, messieurs, on ferme la page sport pour ouvrir une page économique. Vous savez bien, la dette, le sujet de la dette a été donc tiré à tous les sens en Côte d'Ivoire. Pour d'autres, on s'est mal endetté, on a engagé des générations et des générations à rembourser cette dette. Pour d'autres, la dette a été bénéfique parce que propice, elle a favorisé l'investissement en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons réfléchir sur ces contrats de désendettement et de développement. À quoi ont servi les milliards décaissés? L'argent est parti où? Pour parler trivialement, on a trois contrats. Mais il faut rappeler que lundi, donc hier, le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques de Côte d'Ivoire, donc M. Moussa Sanogo, a ouvert hier des travaux sur la revue sectorielle 2023 des projets financés par le contrat de désendettement et de développement CD2 en présence donc, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et des parties prenantes. Essayons donc de réfléchir. Ces contrats, on a 3 contrats. Le premier, 413 milliards. Tous les projets donc, de 413 milliards ont été achevés. Le second contrat, nous sommes à 737 milliards.
ça a été achevé. Le dernier contrat dont les projets sont en cours, nous sommes à 750 milliards. Marius Komoé, que pouvons-nous dire aux téléspectateurs? À quoi ont servi ces 3 contrats? Ben, désendettement. au développement de la Côte d'Ivoire, En bien faisant entendu. quoi concrètement? Alors, on a fait quoi avec l'argent? il faut dire que le contrat de désendettement part d'abord de l'initiative PPTE Oui. sous le régime précédent. Tout à fait. À l'époque, je me rappelle que le document, nous y avons travaillé d'ailleurs à l'époque. Vous avez participé aux travaux? Nous avons bel et bien participé aux travaux qui a permis à la Côte d'Ivoire de disposer donc de ce document stratégique qu'on appelait le DSRP, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. À l'époque, c'était M. Diaby Lanciné, ex-directeur général du Fonds d'entretien routier, qui a piloté de main de maître la rédaction de ce document sous le ministre Boum Boabri. Très bien. Et donc, La question? lorsque la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement, il était donc question pour le pays de bénéficier de l'annulation de sa dette. D'ailleurs, le régime précédent en avait fait un de ses chevaux de bataille au cas où, bien sûr, ce régime aurait gagné les élections de 2010. Et donc, c'est en 2011, le régime actuel a mis en place, a continué plutôt les discussions avec nos créanciers. Les partenaires financiers? Nos partenaires financiers, de sorte, et il faut expliquer ça aux Ivoiriens. La dette, là, ce n'est pas de l'argent qu'on a annulé et puis bon, c'est resté dans la caisse de l'État de Côte d'Ivoire et qu'on pouvait utiliser à notre fin comme nous voulions. Non, ce n'était pas ça. Il était question de regarder dans le document de stratégie qui plus tard a changé de dénomination. On a parlé de PNIA pour l'agriculture, on a parlé de PND, on a parlé même au niveau de la santé. Chaque entité était déclinée. Voilà, avait donc avait donné un nom technique à l'utilisation donc de l'annulation de cette Donc, dette. si je comprends bien, ces contrats-là ont servi à développer la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, de 46% à l'époque en matière de couverture d'électricité au plan national, aujourd'hui nous sommes à 86%. Ah, donc le créancier à qui la Côte d'Ivoire devait de l'argent a décidé que sa dette soit annulée, la dette de la Côte d'Ivoire soit annulée, mais qu'elle serve à travers une agence de développement, comme par exemple l'AFD, à investir cette dette dans une activité d'intérêt public. Qui d'autres ont préféré investir dans les infrastructures? Oui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est des milliers de kilomètres de routes bitumées. Et puis, c'est également on a 33 districts sanitaires. Et donc, c'est des centres de santé, plus de 2000, on parle de 4000 même centres de santé aujourd'hui dont dispose la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cet aspect, du travail a été abattu, mais beaucoup reste à faire. Et ce qui reste à faire, c'est la lutte contre la vie chère. Très bien. Daouda, ça, le consommateur s'est retrouvé. Alors, Daouda, concrètement, quand on dit, on a eu par exemple pour le premier contrat 413 milliards et qu'on nous dit que les projets ont été achevés, ça se passe comment? L'argent est géré par qui? C'est ce qui intéresse les populations. Qui gère cet argent? Comment ça se passe? Comment on décide que le premier contrat est terminé pour passer au second? Daouda, explication? En gros, pour parler en français facile, en Côte d'Ivoire, pour que tout le monde puisse comprendre le contrat de désendettement, il faut donner sa définition. Je pense qu'il a expliqué. Il a essayé. Voilà, le contrat de désendettement était... en fait, c'était un instrument de coopération financier mis en place par la France en faveur des pays PPTE dont il parlait. Et en Côte d'Ivoire, on a eu 3 projets dont tu parlais justement. Et aujourd'hui, il participe en fait, il a un rôle crucial dans notre économie. Dans un premier temps, comment est-ce que ça se comporte? On devait à des pays. Finalement, on s'est rendu compte que, pour être trivial, c'est chaud, on ne peut pas payer. Donc, dans la discussion qu'on a eue depuis les années antérieures jusqu'à Alassane Ouattara, ces pays, ces partenaires financiers et techniques ont décidé d'annuler la dette. Dans un premier temps, ils vont annuler la dette. Donc, quand la dette est annulée, c'est une partie de la dette qui est annulée à la Côte d'Ivoire. Et cette dette-là va être convertie en fait en dons. Donc, comme Marius disait, OK, vous nous devez
Voilà. On annule une partie de votre Exactement. dette, mais on va vous le rétrocéder en don. Donc, la somme annulée, en fait, est convertie et octroyée à la Côte d'Ivoire pour le financement de projets prioritaires définis, bien entendu, par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, l'État de Côte d'Ivoire va s'asseoir pour dire, bon, moi, Nous, avec cet argent-là, nous, voilà avec ce qu'on cet veut argent, faire. voici nos projets prioritaires. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, voici nos projets prioritaires. Et maintenant, le bailleur maintenant vient pour mettre le projet en œuvre par le biais en fait d'agences qu'on a appelées ici AFD, Agence française de développement. Exactement. Donc du coup, tu parlais de PNIA. Donc du coup, c'est fait en fait en partenariat avec les ministères techniques de chaque projet prioritaire ou bien les organisations de la société civile de ces projets prioritaires. Donc pour le contrat, pour le CD2 que j'ai pu voir pour certains cas, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle qui a été prioritaire à ce niveau-là. Après, il y a d'autres côtés, c'est la santé. Ouais. Aujourd'hui, il parlait des projets. Aujourd'hui, les centres de santé en Côte d'Ivoire ont été rapprochés des populations à près de 5 km. Donc, de sorte à ce que si je suis malade, je n'ai pas besoin de quitter Abobo pour aller me retrouver au CHU de Angré. À côté de moi, j'ai un centre de il y a un centre de santé. L'électrification, l'adduction en eau, en gros, c'est comme ça que ça Donc, s'appelle. on comprend que c'est bien 113 districts sanitaires. Oui, on comprend bien aujourd'hui. que cet argent-là a servi à apporter des infrastructures au pays. Bien Alors, entendu. Sarah, avec vous, on va essayer de présenter encore un peu plus et d'aller dans le détail, tout ce qu'ils ont donné, pour rassurer les populations que l'argent qui est sorti a servi à. Maintenant, le discours, est-ce qu'on le présente, comment on le présente aux populations pour que ce débat-là soit, pour une bonne fois pour toutes, clos et qu'on sache que la Côte d'Ivoire ne s'est pas peut-être endettée comme ça à tout va, mais que stratégiquement, il y a eu un travail qui a été fait, Sarah. Oui, alors comme l'a décrit Daouda, là on est dans un accord bilatéral d'annulation de la dette. Donc il y a la France et la Côte d'Ivoire qui sont rentrés dans un accord pour définir un montant exact qu'on souhaite annuler. Et ce montant est alloué pour justement investir dans des secteurs que l'on aura définis comme prioritaires, que ce soit le secteur de l'agriculture, la formation, les infrastructures routières, etc. Je voudrais juste peut-être préciser qu'il ne s'agit pas forcément de dons purs et simples, mais plutôt c'est des financements, comme on dit, concessionnels. Il faut expliquer, Sarah. Un financement concessionnel, c'est quand les taux sont vraiment très bas, voire nuls, en fait. Donc, effectivement, c'est de l'argent, comme on dirait en finance, gratuite, quoi. Et c'est un capital qui est mis à votre disposition, voilà, des taux très compétitifs qui ne viennent pas alourdir la dette du pays. Et donc, c'est très important, pour le coup, de définir avec son partenaire quels secteurs vont bénéficier de ces investissements. Et justement, il y en a plusieurs. Donc, je disais, ça fait peut-être près de 10 ans que ces accords ont été définis. Il y a eu 3 phases, etc. Depuis, il y a eu 116 écoles primaires qui ont été construites, 135 collèges, 70 enfants qui ont bénéficié. Sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national, bien évidemment, avec aussi des enseignants qui ont été formés, donc plus de 10 000. Ça, c'est les informations et des données au niveau pour du les enseignants, ministère. on en parlera, il y aura un débat là-dessus. Des projets de recherche, parce etc. qu'il y a encore un manque criard. Il y aura un débat sur les enseignants. En tout cas, la France, dans ce cas-ci, annule une partie de la dette publique pour allouer ce montant dans ses contrats de développement. Très bien. Effectivement. Et on va terminer. Alors, allez-y, on termine sur votre intervention. Non, par rapport à justement, pour répondre à votre question et votre remarque sur le sujet de la dette, est-ce qu'on alourdit la dette, etc. Bon là, c'est un petit peu le contraire qui se passe. Mais de manière générale, j'ai envie de dire, la dette n'est pas une mauvaise chose tant qu'elle est productive. Tant qu'elle est investie dans des secteurs où c'est nécessaire d'investir et tant que ça profite à la population. Alors effectivement, la Côte d'Ivoire, sous Ouattara, le PIB a été multiplié par 2. On a aussi un taux de pauvreté qui est passé de 55% en 2011 à 35% en 2020. Maintenant, depuis en plus la Cannes, il y a eu un vrai coup d'accélérateur aussi aux investissements dans les infrastructures, etc., les constructions routières et autoroutières. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est peut-être le bémol, le point sur lequel on devrait travailler plus, je dirais, parce que tout n'est pas rose évidemment, c'est vraiment travailler à faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités au niveau des richesses. Et je veux juste terminer sur le dernier point. Donc voilà, les inégalités, c'est vraiment le point sur lequel on doit se focaliser. Effectivement,
le coût de la vie chère, etc. On reviendra après ce tour de table. Et puis on reparlera peut-être ensuite de la note positive quand même par rapport à Moody's, qui est l'une des agences de notation internationale très importantes. Il y en a 3, hein. Il y a la S&P, Moody's et Fitch. Et Moody's a très récemment, il y a environ 3 semaines, rehaussé la notation de la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire va s'endetter à moindre coût et c'est un point positif. Mais maintenant, travaillons quand même sur les inégalités de richesse. Alors, Barry, Sarah a parlé des inégalités. Hein, et puis, comment est-ce qu'on arrive pour un pays, lorsqu'on investit et lorsqu'on fait des contrats de désendettement comme ça, comment on communique à sa population pour éviter qu'il y ait des débats discordants? Apparemment, ce point-là n'a pas été véritablement, peut-être, je peux me tromper, bien d'expliquer aux populations, puisque de part et d'autre, on dit non, ils n'ont pas travaillé, non, ce n'est pas possible, non, qu'est-ce qui a été fait? Chez moi, il n'y a rien. Quand vous entendez ce genre de discours et tout ce qu'on est en train de dire, Barry, comment est-ce que vous réagissez? Je dirais que l'État, c'est un système. Hein. Je pense qu'il y a le gouvernement, il y a des entités centralisées, décentralisées. Donc la communication ne saurait être le seul fait des ministères en question. Tout à l'heure, le grand frère Komo et Sarah et Daouda ont présenté. Je pense que, par exemple, prenons le cas d'un CHR qui est construit dans une localité telle que Mans ou San Pedro. Ouais. Je pense que déjà, même au niveau local, on peut entamer une communication. Quand vous dites au niveau local, donc les préfets... Les préfets, les maires, ils peuvent porter le projet là, expliquer aux populations que voici ce que l'État a fait, voici comment ça marche et tout. On a tous vu des routes, on a vu des CHR, on a vu des addictions d'eau, on a vu l'électrification d'un certain nombre de villages. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est la communication de tous parce que c'est une équipe. Ce n'est pas seulement le ministre. Le ministre, peut-être qu'il peut faire une conférence de presse ça et là, mais ses services aussi peuvent utiliser les canaux de communication, les réseaux sociaux pour renforcer cette communication parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays est largement connecté. Vous irez à Sipilou, vous verrez des smartphones, il y a tous les réseaux sociaux. Vous allez au fin fond du Nord, les gens sont connectés. Donc la communication digitale, la communication par les réseaux sociaux doit être accentuée. Maintenant, pour moi, ce qui reste à faire, c'est surtout les inégalités. Très bien, on va revenir justement, c'est mon deuxième point. Hein. D'accord. Comment est-ce qu'on gère les inégalités? Mais avant les inégalités, Daouda, expliquons un peu aux téléspectateurs qui gère cet argent. Parce que l'argent a toujours, c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand on envoie cet argent, quand on discute de ces fonds-là, qui gère concrètement? Est-ce la Côte d'Ivoire? Est-ce le partenaire? Est-ce l'agence? Enfin bref, Daouda, non, c'est de l'argent qui est co-géré. Ce n'est pas que c'est une seule personne qui a l'argent en main. Parce que, vous savez, on a reçu ici, sur ce plateau, l'ambassadeur de la France, Christophe Béliard, pardon, Béliard. Monsieur Béliard, Jean-Christophe Béliard, sur ce plateau, il en parlait justement parce que la véritable problématique qu'on a généralement dans la question d'argent, c'est la question de la corruption et de la transparence dans la gestion de la chose publique. Donc, ce genre d'argent, on ne peut pas le mettre du côté du gouvernement ou bien le laisser seulement du côté de l'AFD. Donc, il est co-géré. Il est co-géré. Peut-être que l'AFD a l'argent. Nous, on a les projets et on te dit, on veut mettre l'argent ici. Après, ils peuvent faire les décaissements. Je pense qu'à ce propos-là, il a parlé du décaissement, du troisième décaissement qui prenait en compte le projet PETUA, le projet de transport urbain d'Abidjan qui était en cours. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question de la communication, si tu permets, bien sûr, rapidement, avant qu'on passe aux inégalités. Mon véritable problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le véritable problème que nous avons avec notre gouvernement, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement, en fait, a un souci de communication. C'est-à-dire? Je m'explique. Pour ce genre de projet, quand on veut communiquer là-dessus, quand tu regardes dans les pays développés, je vais prendre le cas de la France, puisqu'on est dans un contrat de désendettement avec la France. C'est ça. Mais quand les ministres sortent des mesures, des trucs clairement... Des conseils, par exemple. Voilà. Mais ils vont prendre d'assaut tous les plateaux télé, toutes les chaînes de télévision, de radio, tout. Ils sont partout pour expliquer aux populations dans un langage le plus facile pour qu'ils comprennent la mesure qui a été prise. Est-ce que c'est fait ici? Ce n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on constate, Daouda? Ce qu'on constate ici, c'est qu'on viendra nous dire que voici de grands projets qui ont été faits, les routes, les ponts, les ceci. Finalement, dans la communication, on a une communication politique derrière, au lieu d'avoir une communication purement pure et simple dedans. Voici la dette qui nous avait été allouée. Voilà ce à quoi on a servi les fonds. Quoi ça a servi. Voici où votre argent est rentré, ou là où il est sorti. Mais quand après on vient, on dit non, grâce à X, grâce à Y, c'est lui qui a fait cela. Finalement, ceux qui sont en face
vont commencer à Ceux se qui mettre pensent dans- autrement, comme pensent l'opposition, autrement, par vont se mettre exemple. dans une position défensive, donc ils ne veulent plus rien entendre. Très bien. On finit avec vous, Marius Como, sur le point des inégalités, mais vraiment rapidement, Marius. Comment est-ce que, comme Sarah le disait, dans un tel contexte, on arrive à faire en sorte que tous les Ivoiriens soient satisfaits, que notre pays, par exemple, s'endette pour, pour apporter un meilleur être? Soyons courts. Comment on fait justement pour régler les inégalités? C'est l'objet de l'existence des organisations de la société civile. Que proposez-vous? Eh bien, nous demandons justement que certaines disparités constatées au niveau national, l'on y mette point, un terme, pardon, au niveau de l'électricité. Il est inacceptable que sur l'ensemble du territoire national, nous n'avons que 11 000 villages. Mais sur les 11 000 villages, ce n'est pas normal que d'autres villages, quels qu'ils soient électrifiés et d'autres non. Pareil pour le secteur des infrastructures routières. La circulation des biens et des personnes, ça doit être véritablement... Là, ce sont les faits, on parle de... Voilà, au niveau même de l'eau potable. Oui. Donc, non, vous parlez de disparités, mais c'est de tout ça dont il s'agit. On n'a pas de centre de santé dans certaines... Par exemple, vous prenez une région comme Bangolo. Aujourd'hui, à Bangolo, ça fait des années, j'allais dire, même pas des mois, qu'ils n'ont même pas de l'électricité convenable. L'électricité qui est servie dans cette ville est vraiment... j'allais dire, c'est même pas c'est pas digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Et puis, ça n'émeut personne, ni le préfet de région, ni le président du conseil régional, peut-être. Mais le président même du conseil régional était ici. J'ai évoqué du sujet avec lui. Et les populations de Bangolo ne cessent de nous saisir. Mais il n'y a pas que Bangolo. Au-delà même de Bangolo, toute la zone du nord, de l'ouest est affectée par des problèmes d'adduction d'eau, des problèmes d'électricité. Sarah, rapidement, votre point pour réguler les inégalités. Oui, alors pour du coup, parce que je commence toujours, je n'avais pas fini mon analyse tout à l'heure. À cause du temps, parce qu'on a oui, bien sûr, je commence avec le positif, mais je termine avec ce qui a amélioré. Et pour reprendre aussi ce que dit Marius, il y a deux choses pour moi, vraiment pour... lutter contre ces inégalités qui sont vraiment quand même une chose importante sur laquelle on devrait se pencher. Il y a l'accès au logement pour tous, aux logements sociaux, donc c'est des actions sociales, l'accès au logement et l'accès à l'éducation. L'accès à l'éducation dans des zones un peu plus défavorisées, parce que si on ne forme pas aujourd'hui la jeunesse ivoirienne à des métiers techniques, à des métiers spécialisés, on n'investit pas dans le futur. On n'investit que dans des infrastructures, mais on n'investit pas dans l'humain. Donc investir dans l'humain, investir dans la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc il faut allouer plus d'argent, plus de capital dans ces missions. Éducation, sociale, accès évidemment à l'électricité, etc. Mais l'humain, c'est le plus important. Très bien. Alors, messieurs, merci beaucoup de réagir sur ce sujet-là. On retient qu'il faut travailler sur le point des inégalités. Et de la communication. Et de la communication. Les plateaux sont ouverts. Nous devrons produire du riz. Bon, j'étais sur la communication avant de... C'est l'agriculture. Il y a du voilà, laissez-moi terminer mon propos. Alors, il faut véritablement que les ministères, que les ministres ou les personnes en charge de projets de développement qui impactent directement la population n'aient pas peur de venir sur les plateaux télé, se frotter aux journalistes, recevoir des questions, même quand ça fait mal. Il faut réagir parce que c'est ce qui se passe dans les pays développés. Et nous, en tout cas, nous voulons être un pays émergent. Très bien. Mais si on fait une pause, après on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour la seconde partie de cette antenne. Notre plateau n'a pas changé. Barry, Sarah, Marius, Daouda sont toujours là. Et ouvrons la partie, on va dire, ivoiro-gabonaise. Vous vous rappelez, c'était le jeudi 11 avril que le président de la transition gabonaise était venu en Côte d'Ivoire négocier auprès du président Alassane Ouattara la levée des sanctions de l'UA. Pour rappel, le 30 août, le coup d'État au Gabon, Ali Bongo donc est destitué, Brice Oligui prend le pouvoir, mais évidemment, vous savez que lorsqu'on parle de coup d'État, il y a toujours des sanctions. Il vient donc ici à Abidjan voir le président de la République pour voir comment est-ce qu'on peut aider donc le Gabon à sortir la tête de haute avant la fin de la transition prévue pour août 2025. Barry, nous avons encore affaire à une transition militaire. Votre réaction, l'arrivée du président gabonais, le président de la transition gabonaise, comment est-ce que vous voyez sa démarche? Comment est-ce que vous l'analysez, Barry? Bon, sa démarche, c'est la démarche d'un chef d'État qui cherche des soutiens pour sortir de son isolement, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers la première puissance francophone d'Afrique au sud du Sahara, naturellement la Côte d'Ivoire,
pour essayer de nouer les liens, relancer les liens, parce que la Côte d'Ivoire et le Gabon sont des partenaires diplomatiques depuis 1966, avec le président Feu Omar Bongo Ndimba, le président Félix Houphouët-Boigny. Mais la particularité, c'est que ces présidents-là, c'était des présidents élus, des présidents civils. C'est la première fois que le Gabon connaît une transition militaire. Voilà, le pays avait été suspendu par la CEAC avant de voir ses sanctions levées en mars dernier. La CEAC, on va expliquer qui est la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est un peu la jumelle de la CEDEAO. Ouais. Donc, et le Tchad, qui a connu un autre coup d'État, et le Gabon avait eu leurs sanctions levées. Voilà, donc moi, ce qui me... Comment est-ce que vous appréciez sa démarche, justement, après tout ceci? Sa démarche, moi, je suis contre les coups d'État, donc je ne lui ferai pas de cadeau. Pour moi, le général Oligui Nguema a, entre griffes, enfumé les Gabonais, parce qu'on était face à un processus purement politique. Il y a eu une élection. Mais qui était décrié quand même. Voilà, mais je veux dire qu'il y a un des candidats qui dit qu'il a gagné. Donc l'armée, à travers les services de renseignement, ils ont les vrais résultats des élections. Bien sûr. Donc au lieu de faire un coup d'État, il aurait juste fallu convoquer les organes électoraux pour leur dire donnez-nous les résultats. Celui qui a gagné. Parce que pour moi, n'empêche que c'est du bongo dans le bongo. Parce que M. Oligui Nguema était quand même commandant de la garde républicaine. Et c'est l'ancien aide de camp du président Omar Bongo. Donc pour vous, la famille Bongo est toujours aux affaires. C'est le même pouvoir, c'est le président qui a changé. Très bien. Daouda, alors, est-ce que vous appréciez la démarche du président de la transition gabonaise, ou pour vous, vous dites encore une junte au pouvoir, il faut faire vite, partez à l'Éoust et que les civils reprennent le pouvoir? Non, moi j'ai une autre lecture de tout cela. Déjà, quand je vois le président de la transition gabonaise en Côte d'Ivoire, cela demande que la diplomatie ivoirienne est en marche, appuyant sur rue, et ça marche bien, et ça prouve que le leadership du président Alassane Ouattara dans la sous-région et sur le continent. Mais au-delà de venir demander de l'aide, la levée des sanctions, il faut aussi dire que M. Brice Oligui est venu pour venir voir, s'inspirer du cas ivoirien concernant l'électricité, parce qu'il faut dire qu'au Gabon actuellement, il souffre de délestage là-bas actuellement, donc il y a beaucoup d'entreprises qu'il a visitées pour pouvoir implémenter ça chez lui. Donc, je veux dire, ne nous arrêtons pas seulement aux sanctions de l'UIA, parce que la seule sanction de l'UIA, c'est de dire, sors on ne veut plus te voir dans nos réunions. Au niveau de la CEAC, il n'y a pas eu vraiment de sanctions, donc ce n'est pas de quoi on parle. Mais une chose est sûre, je suis du même avis que toi, M. Brice doit rendre le pouvoir. La fin de la transition, je le rappelle, au Gabon est prévue pour août 2025. Donc on espère qu'il va rendre. On espère qu'il ne va pas nous faire mais il a encore le temps. À la Assimi Goïta ou à la Ibrahim Traoré, quoi, en fait. Très bien. Ou à la Tchadienne. Oui, ils sont forts dans ça, en fait. Très bien. Alors, Marius, comment est votre avis sur la question, l'arrivée donc du président de la transition gabonaise en Côte d'Ivoire pour la levée des sanctions de l'UIA? C'est ce qui est politique, parce que le sujet est politique, mais en même temps, Daouda l'a dit, il a visité certaines entreprises pour s'inspirer donc du modèle ivoirien. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cela? Il faut d'abord que les uns et les autres comprennent que le coup d'État est largement consommé dans tous ces États, y compris au Gabon. Et aujourd'hui, malgré les sanctions que subit le peuple gabonais et le pays du Gabon, le pays frère du Gabon, il était bon pour un chef d'État, fût-il un putschiste, de chercher donc à faire lever ces sanctions. Pour vous, c'est normal? Mais c'est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire même a connu des sanctions sous le régime précédent, dans la crise ivoirienne. Mais ça n'a pas empêché le président en exercice actuel, dès sa prise de pouvoir, de parcourir le monde pour faire lever justement toutes ces sanctions. Je vous prends au mot. Lorsque Daouda et Barry intervenaient, ils ont dit « on espère » qu'ils ne vont pas nous faire des coups comme un peu ce qu'on a connu au Mali où la fin de la transition est arrivée. Et puis, on dit non, la transition continue. Je pense Pour vous, quel est votre avis là-dessus? La démarche du président Oligui est une démarche responsable, est une démarche sage pour un chef d'État de sa trempe qui a largement et longuement travaillé dans l'ombre du président Bongo. Donc, je pense que... Vous dites un chef militaire. Oui, n'empêche qu'il a travaillé dans l'ombre du président Gbagbo. Il a assumé des responsabilités. Pardon. Il a assumé des responsabilités à divers titres. Militaires. Bien sûr. Bongo dans du bongo. Dans du bongo. Et donc, c'est un homme qui connaît les rouages de la politique gabonaise. Alors, on va expliquer un peu aux téléspectateurs pourquoi est-ce que Barry et Daouda s'accordent pour dire nous sommes toujours dans le système bongo. Rapidement, Barry, pourquoi?
Non, comme je l'ai dit, c'était l'aide des camps du président Oui, ça, on le Bongo, sait. le commandant de la garde républicaine. Il est de la région du Haut-Togoué, qui est la région des Bongos, des Bongos, naturellement. je crois. Voilà, ça doit être son Sont-ils cousin parentés, Germain. oui. C'est son cousin Germain, selon les notes de presse qu'on a reçues. Exactement, oui. Et il est très proche de Mme Pascaline. Il est décrit comme son bras armé. On n'en a pas les preuves, donc on ne peut pas Pascaline Bongo. l'affirmer. Exactement. Oui, Pascaline Bongo, naturellement, la sœur du président Ali Bongo. Et aujourd'hui, le président Ali Bongo est libre de ses mouvements. Tandis que mais son épouse et et son son fils Nourdine sont en prison. Très bien. Est-ce que les deux étaient présidents de la République? Je ne sais pas. Je laisse chacun faire. Rapidement, Sarah, votre avis sur la question et on va recevoir Euphrem Youpo pour nous parler du syllabe. J'ai envie de conclure et dire, voilà, putschiste ou président de la transition, élu démocratiquement, on ne peut pas agir seul. On a besoin de partenaires économiques. Et je pense que c'est l'objet de la rencontre, tout simplement. Je pense qu'ils sont là pour que l'on puisse, en Côte d'Ivoire, plaider pour la cause de Libreville auprès de l'Union africaine et obtenir aussi cette levée des sanctions, notamment auprès des bailleurs de fonds. La Côte d'Ivoire et le Gabon, c'est quand même plus de 27 accords qui les lient. Et je pense que cette visite fait suite notamment à un sommet qui avait été organisé en Arabie Saoudite pour l'Union africaine en novembre dernier, voilà, selon certains spécialistes. Et pour le coup, il me semble aussi que la directrice du cabinet du président de la transition était déjà venue quelques semaines avant pour préparer justement cette L'arrivée visite. du président de la transition. Il avait rencontré le président Alassane Ouattara ainsi que la première dame. Donc l'objet de cette rencontre est quand même assez clair. Très bien. C'est mon point de vue. Et pour vous, c'est normal qu'il soit là, très bien, pour Mais venir au passage, il solliciter. a levé Vu le gris le rapidement. poids quoi. de la Côte Bah, d'Ivoire, bien sûr. vu le poids de la Côte d'Ivoire et les accords déjà Voilà. en place et le poids, oui, de la Côte d'Ivoire auprès de l'Union africaine et notamment au niveau de la CEDEAO, je pense qu'il était important pour eux de commencer en tout cas cette Merci. ouverture et Très ce bien. dialogue avec le président De la Alassane Ouattara. République. Très bien. Alors évidemment, vous ne pouvez pas venir en Côte d'Ivoire avec votre riz, vos enfants, mes enfants. Ben si. Le si. capitaine Traoré. Très lors de bien. toute Alors, cette bon, visite, il a fermons employé- la page gabonaise, ouvrons une page ivoirienne. Marius. Fermons la page gabonaise, ouvrons la page ivoirienne avec Euphrem Youpo. Euphrem qui arrive maintenant, il est promoteur du SILAB. SILAB, c'est le salon ivoirien du logement, de l'assurance et de la banque. Alors, pourquoi le SILAB a-t-il été créé? Euphrem, bonsoir. Bonsoir Christelle. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Très ça bien. va bien. Alors, le SILAB créé pour aider notre diaspora à investir. Généralement, certains parents, une fois là-bas, en Europe ou aux États-Unis, enfin ailleurs, ont du mal à investir sur place ou à trouver un bon filon, un bon canal sérieux, légitime et crédible pour envoyer de l'argent et acheter peut-être soit une maison ou des terrains, enfin bref. Et vous vous dites, nous, on peut être le canal et la plateforme qui rassemble donc le désir et cette population à l'extérieur. En tout cas, merci beaucoup, merci C'est Christelle. mon plaisir. Je suis ravi de vous voir. C'est la première fois que je vous ai vu à la télévision. C'était face à lui. Comme par hasard. C'était- comme par Mais hasard. c'était sur la RTI. C'était sur la RTI. Exactement. Je me Très bien. souviens. Alors, Voilà, effectivement, le SILAB. SILAB, alors, l'initiative est née simplement parce qu'il y a eu un constat qui a été fait. Ouais. C'est un constat qui arrive malheureusement, c'est que on se fait souvent gruger quand on veut. Ah oui, c'est ça la on question. Veut faire, hein. on veut acquérir dans notre pays, en Côte d'Ivoire, on se fait gruger par les parents, par des amis. Bon, j'ai fait Ah, ce ce sont les constat. parents qui grugent aussi, hein, certains parents grugent. C'est Ah oui. plutôt, Ah oui. enfin, c'est vraiment Tout, voilà. plutôt l'entourage proche L'entourage qui, en proche. général, C'est-à-dire, il crée- envoie de l'argent, achetez-moi une maison. Voilà, et et puis ça disparaît. Et comme on ne peut pas attaquer le parent, Ah bah oui, très souvent, ça se passe en famille. On se dit, C'est il faut laisser exactement tomber, tout ça. Donc, du coup, alors moi, l'idée est venue, alors la première idée est venue du fait que la Psychogie, d'abord, voulait faire un événement. c'est ça. Un événement pour vendre leurs biens, leurs projets à la diaspora. Donc, j'ai été approché par une dame qui après est devenue comme une sœur, Mariam Adachagas, avec monsieur ouais. Loukman, donc qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit... Alors, donc, on a fait le premier événement, c'était en 2014, qui était une exclusivité Psychogie. Ah. Et en 2014, après, Psychogie a eu tellement de difficultés qu'on a dû attendre, parce que c'était une exclusivité. Et puis bon, après, on a lancé cet événement en 2023 pour en faire la deuxième édition, qui s'est super bien passée. Donc on prépare la troisième édition. Alors, et voilà. Justement, pour la deuxième édition, est-ce que la diaspora ivoirienne a pu investir? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur investissement? Y a-t-il de la sécurité? Est-ce qu'ils ont eu leurs biens? Enfin, Alors, comment est-ce que vous pouvez dire c'est une très très bonne question, parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est de créer la connexion la connexion? entre les entreprises et la diaspora. Après, ce qui se passe dedans,
Je veux dire qu'honnêtement, on ne va pas vraiment faire des contrôles pour savoir Vous si devez avoir de la crédibilité si ça marche. Voilà, ou donc pas. ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même des gens qui viennent vers nous pour nous dire ça s'est bien passé. Ah, Il très faut bien. dire qu'il y en a qui ont été un peu déçus, des fois, qui nous disent mais le bien, on n'a pas eu le bien, mais ça, en fait, ça s'arrange toujours. Ouais, Ils arrivent ok. à trouver quand même un consensus avec les entreprises immobilières. Voilà. Alors les gens sont connectés, pardon, avec qui? Avec des, vous disiez des agences immobilières en Côte d'Ivoire. Des soucis Qui des les entreprises accompagnent voilà, qui les accompagnent. dans Donc l'achat l'objectif, de c'est leur bien. vraiment une plateforme. Et c'est vos partenaires sélectionnés Voilà, c'est vraiment des partenaires, des entreprises sélectionnées qui sont agréées. C'est Voilà. très important de Sérieuses. le dire. Qui sont agréés, enfin, C'est ça. voilà, ce sont les, voilà. Donc, du coup, ce sont ces entreprises-là qui vont vers la diaspora, donc qui les rencontrent et qui arrivent à leur proposer leurs produits, leurs offres et leurs services aussi. Marie? Et pour les financements, pardon, est-ce qu'il y a une offre qui va en même temps, qui accompagne justement ces demandes, ou est-ce que vous avez des banques partenaires également? Il y a des banques qui sont avec nous. La première édition, on avait Ecobank. La deuxième, on a eu la CIB. Ok, Donc, on a encore la CIB avec nous pour cette troisième. Il y en a d'autres, il y a d'autres banques qui arrivent aussi, c'est ça. qui se positionnent pour être avec nous pour la troisième édition. Marie? Alors, pour cette troisième édition, quelles sont les innovations que vous voulez apporter au niveau de l'organisation? On innove à chaque fois, parce que la première fois, on n'avait pas beaucoup de conférences. La deuxième, on a eu énormément de conférences. Et on va encore multiplier la conférence. Et la troisième... Quelle thématique? Alors, c'est plutôt au niveau des biens, quels sont... comment faire des acquisitions, Côte d'Ivoire, en par Côte exemple. d'Ivoire, Ok. quels sont les droits, quelles sont les lois, quelles sont les dispositions légales pour qu'on puisse faire des acquisitions, surtout des achats. Ok. Et ce qui a été intéressant, c'est que la deuxième édition, on a eu un notaire, Maître Zéhouri, qui était là, qui nous a accompagnés et qui a été vraiment d'un grand conseil C'est clair. pour le futur acquéreur. Daouda? Monsieur, pour vous qui êtes en contact avec la diaspora ivoirienne en France, est-ce que vous pensez qu'ils ont véritablement envie de revenir? Parce que souvent, pour nous qui les suivons sur la toile, on a l'impression qu'ils se sentent tellement bien implantés là-bas qu'ils n'ont plus envie de venir. Daouda, Concrètement. Mais qu'est-ce j'ai que fait tu dis? 40 ans en France, je suis revenu. Donc... Non, en fait, Je ne suis même pas ivoirienne et je suis venue. non, je sais, ce que j'essaie de dire. On va l'écouter. Ce que j'essaie de dire, c'est que généralement, les gens attendent d'avoir 50 ans, 60 ans, D'être à la retraite. d'être à la en fait, retraite avant de venir. Or, je veux venir. dire, aujourd'hui, il y a une jeune génération de personnes qui sont en France, qui ont réussi. Est-ce qu'ils ont envie de revenir, investir d'abord au pays et pourquoi pas apporter leur pierre à l'édifice? Alors, je veux dire honnêtement, aujourd'hui, il y a une grande envie des Ivoiriens de revenir en De la Côte d'Ivoire. diaspora, La ouais. diaspora de revenir en Côte d'Ivoire. Je vous promets, il y a vraiment une motivation. Pourquoi? Parce que l'économie se passe très bien, parce qu'aujourd'hui, il y a il y a un certain mouvement, Dynamisme. un certain dynamisme qui fait qu'ils ont envie de revenir. Quand on a fait la deuxième édition l'année dernière, je vous promets qu'il y a eu plus de jeunes que de vieux. Hein, si vous parlez de vieux, en termes de vieux, il n'y a pas eu de vieux. Il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres qui étaient là, qui venaient vraiment s'informer comment ouvrir son compte, qu'est-ce qu'il fallait, quels sont les produits, quelles sont les offres. Et ça nous a vraiment fait plaisir. On s'est dit, en fait, finalement, On réussit à voilà, on attirer réussit cette quelque diaspora chose, vers la quoi, nation. Marius? La question de la bancarisation. Vous savez bien que notre diaspora, un des vôtres, a connu quelques difficultés qui avaient alimenté les réseaux sociaux à travers un transfert d'argent. On parlait d'une quarantaine de milliards qui s'était mal passé avec une banque en Côte d'Ivoire. Ne pensez-vous pas, avez-vous, à votre humble avis et dans le cadre justement de la promotion de vos activités de SILAB, avez-vous pensé justement à ces dérives qui pourraient naturellement survenir par rapport justement au transfert d'argent d'un Ivoirien de la diaspora vers son pays en vue justement d'investir? C'est Quand les on sait les difficultés, en dangers, fait, les donc, difficultés que Je- nous rencontrons, c'est une très tant au bonne niveau question. des assurances que des banques. Une très bonne question, c'est d'ailleurs pour ça qu'on déplace les banques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on motive les banques à y être. Parce que c'est pour éviter ce genre d'incidents, ce genre de désagréments qu'on demande aux banques d'être avec nous. Et Dieu merci, quand elles arrivent, il y a vraiment du change. C'est un rapport B2C. C'est-à-dire qu'on offre, on achète. On offre et on achète. Il y a aussi des rapports B2V, parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas que rester strictement ivoirien. L'objectif aussi, c'est d'avoir des entreprises étrangères, européennes, occidentales, qui viennent aussi pour faire des propositions. Daouda? Je vois qu'il y a le logo du ministère de la Construction qui est sur votre visuel. Comment s'est passée en fait la collaboration, se passe la collaboration avec le ministère de la Construction? Comment est-ce qu'il vous accompagne concrètement là-bas? Alors, comment il est venu? C'est ça aussi la Ouais. question. Alors, en fait, quand on a lancé cet événement, je vous avoue que l'objectif pour moi, c'était d'abord de mettre l'événement en place. Ouais.
Et quand on a mis l'événement en place, l'année dernière, on a été contacté directement par le ministre qui en a entendu parler et qui nous a dit qu'il faudrait que je vous rencontre. Dieu merci, ça s'est super bien passé. On a rencontré le ministre il y a 10 jours. Ouais. Il nous a donné son accord, son aval et son soutien. Parce qu'il a compris l'utilité. Et c'est vrai que, ce que j'explique souvent, on attend toujours que les ministères ou l'État viennent. On peut poser des actes et être utile. Vous savez, quand un événement se passe bien, en général, on ne les appelle pas, c'est eux qui viennent à nous, qui nous disent, écoutez, c'est intéressant, on vous accompagne. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est dans cette optique-là qu'on a commencé à travailler avec le ministère. Et je vous promets que ça se passe très bien. Et l'accompagnement, c'est sans trahir les secrets ni donner des chiffres. C'est quoi dans le fond? Le panier, c'est quoi? Je vais vous dire un truc, je suis très honnête avec vous. Quand je vais voir le ministre, je ne lui demande pas de l'argent. Je vais voir le ministre, c'est un soutien institutionnel. C'est un accompagnement. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors si derrière le ministre, on ne crache pas. Si le ministre nous dit demain, Ephrem Yukpo, votre événement est bien, est-ce que je pourrais vous donner un peu quelque chose? Je vous dirais, monsieur le ministre, merci. Mais pour l'instant, l'objectif pour moi, c'est déjà un soutien symbolique d'avoir le ministère de tutelle, le ministre des tutelles avec soi, pour ce genre d'événement qui déplace des entreprises dans un autre pays. Généralement, il prend la parole là-bas ou bien il s'est fait représenter? Alors pour cette fois-ci, il nous a donné son accord de principe. Son accord de principe. Ça là. dépendra de son calendrier. Il nous a dit qu'il sera là. Très et bien. déjà, nous, on prie beaucoup pour qu'il soit là parce que sa présence aussi pourrait permettre à la diaspora de comprendre réellement le travail qu'il fait sur le terrain. Alors, le travail que vous faites est extraordinaire. Il faut rappeler que l'événement aura lieu à Paris les 21, 22, 23, à Paris-Montreuil, Expo. Ce que vous faites est extraordinaire parce que vous attirez des personnes, peut-être qui sont nées en Europe ou en Occident, qui n'ont jamais eu pied en Côte d'Ivoire. Et par ce genre d'événement, on les attire à venir investir chez eux. Donc, le niveau, le degré de protection de l'investissement, pour rassurer ces jeunes-là qui viennent investir, à l'effet peut-être à la retraite, de revenir, pourquoi pas. Au niveau des panels que vous aurez, est-ce qu'il y aura des panels thématisés, par exemple ceux qui veulent investir dans le tourisme, dans l'agriculture? Est-ce que vous avez avec vous le code de l'investissement ivoirien pour vous dire, écoutez, dans la zone A, vous êtes exonéré de tel ou tel... Enfin, est-ce que le CPC, in fine, vous accompagne? Alors honnêtement, pour l'instant, on a eu quelques contacts. On a essayé d'appeler le CPC. On attend vraiment de les rencontrer pour savoir comment ils peuvent nous accompagner de manière concrète. Ça, c'est la première. Il faut absolument qu'ils soient avec nous, c'est très important. Maintenant, concernant les codes, comme je dis, les dispositions de loi, tout ce qui est légal et tout ce qui est loi, on a avec nous un notaire, Maître Zéori, qui nous accompagne, qui est vraiment quelqu'un, c'est un universitaire déjà à la base, qui est aussi maître, enfin il a son cabinet à Paris, il a un cabinet ici, c'est lui qui est en train d'intervenir. Donc il nous accompagne, il est pour nous d'un grand soutien. Parce qu'il nous aide, il nous accompagne, il donne aussi, entre guillemets, les clés à ceux qui veulent vraiment s'installer en Côte d'Ivoire et investir surtout dans l'immobilier. Moi, j'ai une dernière question rapidement. Au-delà de ceux qui font dans la construction et les banques, supposons qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient en fait participer à cet événement. Pas se faire connaître forcément. Je veux dire, supposons ceux qui sont dans la décoration. C'est ça que je parle en fait, voilà, présenter leurs services. Absolument. Tout le monde n'est pas dans la construction, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Absolument. Comment ils prennent la tâche et combien est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir... C'est très simple, c'est ouvert à l'ameublement. Tout ce qui est décoration, construction, c'est vraiment, même les architectes sont appelés à nos côtés. Ils prennent un stand. Est-ce qu'il y a un package pour participer? C'est à Paris, Ephrem. Ouais. Quel est le package pour participer? Est-ce que vous avez, vous travaillez avec un tour operator qui vous dit, écoutez, le billet, la restauration, bref, ça se passera comment? C'est une très très bonne question parce qu'on travaille aujourd'hui avec une agence qui nous arrange en termes de tarification des billets. Okay. On a essayé avec les compagnies aériennes, je vous avoue que ce n'est pas toujours évident parce qu'on les appelle, on veut, après c'est compliqué. Donc ce qu'on a fait, on s'est replié vers une agence qui nous donne vraiment un coup de main, qui essaie de, voilà, en termes de tarifs, qui nous arrange sur la tarification. Au niveau de l'hébergement, je retourne à Paris, normalement dans la semaine qui suit, pour négocier aussi au niveau de l'hébergement, pour trouver une espèce de package pour ceux qui vont arriver, pour qu'ils puissent être logés. Voilà, c'est un peu... Alors, la 3e édition du SILAB, Ephrem, se déroulera les 21, 22, 23 à Paris, Montreuil Expo, avec une 50aine de stands. Et puis, évidemment, on le sait, sera précédé d'une soirée de gala avec différents invités. Peut-être que le ministre de la Construction sera là. J'espère qu'il dansera. Partenaires. En tout cas, merci et bravo pour l'initiative. Merci.
Merci beaucoup. Bon, je veux Faites-en dire, venir beaucoup. Hein. comment Faites-en revenir beaucoup. Non, Daouda. Bah, on va essayer. Sinon, ils vont rater le train du développement qui a été mis en place en N'est-ce Côte pas, d'Ivoire. Daouda? Merci beaucoup. Merci, Daouda. L'émission est terminée. Merci d'être venu. Sarah, merci Merci à beaucoup. Efraim, merci d'être Merci, passé. Christelle. Barry, merci. Christelle. Marius, Christelle, merci d'être venu. Portez-vous merci, mieux. Efraim. Bonne Daouda, Je merci voulais, d'être je voulais venu. juste demander à ceux qui veulent s'inscrire Oui. d'aller sur le site des Syllabes Très pour bien. les inscriptions. Vous vous inscrivez, c'est là, si on face, voilà, vous vous inscrivez et puis vous prenez votre stand. Après, il y a une commerciale qui vous appelle. Très tranquillement. bien. Voilà. Alors, nous, on a terminé. Donc, demain, on se retrouvera pour notre plateau. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci d'être aussi nombreux sur le live et en tout cas de nous regarder. Merci infiniment. On se retrouve demain. Les programmes continuent sur Live TV. Mais attention, dans quelques heures, c'est le vrai match.